Donc, il est déjà midi une. Alors, on va pouvoir commencer le panel. Tout d'abord, bienvenue au premier panel de la Semaine de la presse et des médias de l'édition de 2022. Donc, on commence ça en force avec le panel Le journalisme, un pilier de la démocratie. Je me présente, mon nom est Valérie Gendron. Je travaille à la Fédération comme responsable logistique et communication. Et lorsqu'on s'est penché sur les thèmes pour l'édition de cette année, rapidement, avec le comité de la Semaine de la presse et des médias, on a eu envie de se pencher sur l'importance du journalisme pour assurer une société saine, équilibrée et libre. Et je vous présente à l'instant nos invités, donc Alain Saunier, auteur et expert en médias et en journalisme, qui a écrit tout récemment le livre Les barbares numériques, résister à l'invasion des GAFAM. Bonjour Alain. Oh, votre micro est coupé. Alors, bonjour. Carole Beaulieu, médiatrice au Conseil de presse du Québec et chargée de cours à l'École des médias de l'UQAM. Bonjour, Carole. Bonjour à tous. Et Samuel Lamoureux, doctorant en communication et également chargé de cours à l'École des médias de l'UQAM. Bonjour, Samuel. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me Merci. fait plaisir. Donc, j'encourage tous les participants à écrire des questions tout au long du panel. Ça peut être aussi des commentaires. À la fin, on s'est réservé un beau 30 minutes pour répondre à vos questions, discuter avec vous. C'est vraiment important pour nous cette année que les participants soient partie prenante de la discussion. Et je vais céder la parole à Samuel Lamoureux qui va faire un peu un survol historique sur l'association entre le terme journalisme et démocratie. Puis c'est intéressant, Samuel, parce qu'en fait, lorsque le journalisme s'est créé, on ne l'a pas directement associé à la démocratie. Ouais, c'est ça, je voulais. On a décidé que quand on parlait de nos points de vue sur la question, on a décidé que je pourrais peut-être commencer parce que moi, j'avais le goût de faire un petit survol historique de la question de la fameuse association entre les médias et la démocratie. Souvent, on pense que c'est comme une association naturelle qui proviendrait même de la création des médias. Des fois, on va même lire des textes qui disent que dès les premiers médias au 17e, 16e siècle, déjà là, c'était pour aider la démocratie, aider à faire circuler des idées. Il y a comme l'idée que la sphère publique, dans son fondement, euh, elle est une sphère médiatique, tout ça, mais pourtant, euh, quand on étudie de manière de plus près les discours des journalistes, surtout les discours des journalistes il y a 100 ans, au 19e siècle, on se rend compte que, en fait, et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on se rend compte que les journalistes, en fait, il y a 100 ans, ne parlaient quasiment jamais, en fait, de démocratie. En fait, ça revenait pratiquement jamais dans le discours. On parlait de beaucoup de choses. Puis vous allez voir, je vous ai sorti une citation là, de Eva Circé-Côté parce que j'ai eu la chance de lire sa biographie cet hiver là, pendant que je donnais un petit cours sur elle, entre autres. Là. Alors, j'ai lu, c'est une très bonne biographie qui a été écrite sur elle de la part d'André Lévesque en 2010. Là. Et vous allez voir que Eva Circé-Côté, c'était une journaliste qui a évolué entre, disons, 1890 et 1920, 1930. Elle a écrit plus de 2000 textes dans sa vie. Donc, aujourd'hui, on dirait peut-être que c'est une chroniqueuse, mais c'est pas grave, elle se qualifiait vraiment de journaliste. Et en 1901, Eva Circé-Côté, elle avait publié son manifeste qui expliquait pourquoi elle voulait faire du journalisme, en fait. Et je vais juste vous citer quelques phrases du manifeste, mais elle dit, je veux lutter pour les idées généreuses, je veux défendre les plus démunis, je veux célébrer tout ce que la nature a de superbe, tout ce que l'art a de consolant. Elle dit, je veux veiller à l'éducation des petits, au respect de la femme, et même faire de cette plume un outil de délivrance. Donc, si on est vraiment dans le gros pathos, et elle dit même, je veux proclamer le chant d'amour, de penser, d'admirer, de vivre. Vraiment, donc, pour elle, le journalisme, c'est un outil romantique, en fait, qui est là pour servir des causes morales, des causes sociales. Et on se rend compte que dans son manifeste qui explique pourquoi elle veut être journaliste, elle ne parle jamais de démocratie, en fait. Elle ne dit jamais, je suis là pour faire circuler des idées, je suis là pour surveiller les méchants ou je suis là pour débusquer un peu je suis là pour surveiller les institutions. Elle ne parle jamais d'institutions. C'est vraiment une cause morale. Puis même au sortir de la Première Guerre mondiale, elle va dire, oh, j'espère que la guerre va être une régénération de la morale, tout ça. Donc, c'est vraiment un outil qui est au service d'une cause commune. Puis elle va même dire, le journalisme, ça, je pense que pas mal tous les journalistes de cette époque-là pensaient ça. Le journalisme, c'est à la fois une école, à la fois une tribune
et même un sacerdoce. Donc, comme c'est relié à la fonction du prêtre qui doit prêcher, en fait. C'est même, donc, on doit prêcher des choses comme un prêtre au-dessus de sa chair, en fait, voilà. Donc, c'est vraiment un outil, le journaliste, pour servir une cause de nature morale. Et le fait intéressant, il n'y a pas de séparation, on voit, entre le journalisme et la société, en fait. Il y a comme, on a des positions, on peut être progressiste, conservateur, catholique, des positions morales, on les assume, puis on les met dans l'espace public. Et c'est beaucoup plus tard, c'est beaucoup plus vers le milieu du 20e siècle, lors de la transition vers le modèle qu'on peut dire anglo-saxon du journalisme, que là, vraiment, le mot démocratie va commencer vraiment à émerger, en fait, dans le discours des journalismes. J'écoutais une entrevue de Judith Jasmin dans les années 60, puis elle parlait de sa carrière. Et là, vraiment, le discours, si vous voulez, on cherche la nudité des faits, on cherche à rapporter les faits de manière objective. Là, Judith Jasmin, elle a beaucoup ce discours-là. Mais entre 1901 et 1960, c'est tout un monde qui change dans la manière, chez les journalistes québécois en tout cas, là. Donc, on passe vraiment vers le modèle anglo-saxon, le modèle qui est orienté sur les faits, la nouveauté, l'objectivité, l'entrevue. Il n'y avait pas d'entrevue, en fait, vers le début du 20e siècle, vers la fin du 19e. Ça n'existait pas. On faisait jamais, il n'y avait pas de reportage terrain. C'était vraiment fait objectif, mais aussi maximisation des audiences qui sont revendues aux annonceurs. Donc, il y avait évidemment une portée économique à la recherche de l'objectivité. L'économie de marché se met en branle au même moment. Et je vais un peu finir ma première prise de parole là-dessus, c'est-à-dire que aujourd'hui, on assiste peut-être à un paradoxe, en fait, qui est peut-être à l'origine de certains malentendus qu'on a dans le journalisme québécois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les journalistes veulent protéger la démocratie alors même qu'ils se sont détachés du social, en fait, pour embrasser des idéaux de neutralité et d'objectivité, en fait. Donc, parce que c'est important, on oublie souvent ça, mais le modèle anglo-saxon, c'est vraiment un modèle de journaliste qui se détache, qui se met au-dessus, en fait, de la société pour un peu examiner le monde, essayer de déterminer justement c'est qui les méchants. Et quand on écoute des films de journalisme aujourd'hui, c'est souvent des journalistes ils vont voyager dans d'autres pays, puis c'est bizarre parce qu'on ne connaît pas les pays où on voyage, on peut justement faire des enquêtes en fait dans ces pays-là. Mais c'est un peu parasite. On est détaché du social, donc on peut critiquer, on peut se mettre au-dessus en fait de ce social-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut penser aux problèmes qu'on adresse aux journalistes, aux débats, peut-être aux malentendus aussi qu'on a par rapport aux critiques de certains lecteurs, certains des problèmes peuvent trouver racine, en fait, dans cette transition-là, en fait, qui s'est passée au milieu du 20e siècle, parce qu'on est passé, au fond, du journaliste qui se pensait comme des acteurs organiques de la société on est passé du modèle de l'acteur organique à celui de l'enquêteur de police, en fait, qui est un peu l'enquêteur policier, qui est un peu détaché de la société. J'avais une étudiante qui me disait que les journalistes, un peu comme des Sherlock Holmes aujourd'hui, là, qui vraiment font leur enquête, tout ça. Donc, c'est vraiment deux modèles très différents. Aujourd'hui, on penserait que les premiers, c'est des militants. Avant, on pensait que, donc, vous voyez que le modèle du militant, le modèle de l'enquêteur de police, c'est vraiment des modèles détachés. Et c'est comme ça que je finirai, je pense, ma première intervention. On voulait un petit 10 minutes. Donc voilà, je vais passer la parole. Je pense que c'est à M. Souni qui voulait parler. Oui, bien, c'est très intéressant. Puis, il y a comme une suite avec ce qu'Alain va nous présenter parce qu'Alain, vous pensez qu'on devrait faire un peu d'introspection sur nos façons de faire puis d'avoir un petit peu plus d'humilité. Est-ce que ça serait ça? Ça serait de revenir dans la collectivité puis être plus des Oui, collègues? mais en fait, c'est parce que moi, j'y crois fondamentalement. Je veux dire, toute ma vie est axée sur le fait que je considère que le journalisme est essentiel à la démocratie. Euh, alors, c'est vrai, et sans doute aussi dans le contexte canadien puis québécois, mais ça dépend aussi de ce qu'on en fait. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas être démesurément prétentieux ou vaniteux ou voire arrogant, parce que pour faire preuve d'humilité, comme vous dites, Valérie, il faut d'abord peut-être se poser la question, quelle définition on donne à la démocratie? Qu'est-ce qu'un pilier de la démocratie? À mon avis, le pilier de la démocratie, c'est cette capacité qu'ont les citoyennes et les citoyens d'influer sur le débat démocratique, puis les propositions des gouvernements puis des États. Alors, bien sûr, les journalistes sont là, puis ils veillent au grain, et c'est bien comme ça. Mais ils ne sont pas seuls.
Il existe quelque chose comme la démocratie citoyenne, participative, conjuguée à la démocratie parlementaire, le gouvernement, les partis politiques, lorsque tout fonctionne bien, évidemment. Alors ça, c'est le contexte dans lequel les journalistes jouent bien ou mal leur rôle. En même temps, je pense qu'on n'a pas à déchirer notre chemise car je préfère notre situation à celle des journalistes de plusieurs pays de la Nouvelle-Europe. Je pense entre autres à la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et bien d'autres pays encore. Nous, on est chanceux parce que ce n'est pas partout dans le monde que le journaliste peut jouer ce rôle d'ossature de la démocratie. Et de nos jours, ayons l'humilité de reconnaître que notre rôle tend à se marginaliser depuis la présence puis l'omnipuissance des réseaux sociaux, de ceux que je qualifie, moi, de barbares numériques dans mon dernier livre. Et ils seront de plus en plus puissants. Parlez-en à Elon Musk. Les journalistes doivent être sensibles à la réalité telle qu'elle évolue. Et ce qu'ils doivent faire, d'après moi, c'est d'être vigilants face aux lobbies qui sont trop forts, trop bien organisés. Je pense ici aux lobbies des géants numériques, ceux des superpuissances pharmaceutiques, du pétrole, des pseudo-instituts économiques neutres, comme ça existe avec l'Institut économique de Montréal. Maintenant, depuis les 10 dernières années, on devrait peut-être oser poser la question qui tue peut-être. Quelle est notre responsabilité dans l'actuelle polarisation de la société? Parce que bien sûr, on accuse les réseaux sociaux, l'influence du Trumpisme au pays, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, d'incorrect pour perdre une partie de la population dans notre récit? J'ai vu tantôt que M. de Grosbois est là, son livre s'appelle « La collision des récits ». Est-ce qu'on a contribué à alimenter ces clivages-là? Est-ce qu'on fait correctement notre travail? Alors, je soulève la question. On est actuellement dans une lutte à finir entre l'information et la désinformation, que dans mon livre, je qualifie de combat extrême du 21e siècle. C'est notre priorité à mon point de vue. Et si l'entente entre Musk et Twitter se complète dans quelques mois, on n'a pas fini avec la désinformation. On va peut-être se ramasser avec un Fox News des réseaux sociaux, on verra. Alors, comment rester un pilier? Moi, je pense que c'est en protégeant jalousement notre indépendance, indépendance de nos employeurs qui sont trop puissants, qui nous demandent souvent loyauté et fidélité à l'entreprise plutôt qu'à l'égard du public qu'on dessert. Dans mon livre « Les barbares numériques », j'écris à l'instar de Julia Cagé et Benoît Huet que l'information est un bien public et qu'il faudrait peut-être commencer à réfléchir à développer de nouveaux modèles de propriété des médias. Je pense entre autres à la formule que nos amis de l'ancien Capital Média avec la coopérative sont en train de développer. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps, dans l'actuel contexte de collision avec les géants numériques, de repenser, même de refonder la propriété des médias? C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Ils doivent aussi démontrer leur pertinence. Ils doivent faire plus que ce que n'importe qui peut faire sur le web. Ils doivent être les premiers à annoncer la nouvelle. Non, ce n'est plus ça le rôle des journalistes. C'est Twitter qui annonce en premier les nouvelles, c'est des TikTok, c'est des réseaux sociaux. Donc, les journalistes doivent redéfinir un peu leur rôle, recentrer un peu plus leur responsabilité dans tout ça, en contrant la désinformation, bien entendu. Prendre acte aussi que les moins de 35 ans s'informent principalement par le truchement des réseaux sociaux. Pas à TVA, ni à Radio-Canada, ni à Nouveau, ni à la presse, ni au Devoir. Ils n'ont pas d'appareil de télévision. Leur écran de mobile suffit. Ils ne s'abonnent pas à l'actualité ou au Devoir. Et moi, je me rappelle qu'il y avait un journaliste de la Presse Plus qui était venu dans mon cours à un moment donné. Je ne sais pas si à l'époque vous étiez là, Valérie, mais il était tout étonné de voir que personne n'avait de tablette. Et à l'époque, la Presse Plus n'était disponible que sur tablette. Alors donc, c'était aussi une leçon d'humilité. Alors, d'une certaine manière, en ce monde de polarisation, il faudra peut-être se questionner sur ce que signifie rester neutre, objectif face aux événements de l'actualité. Pensons à l'Ukraine, pensons au changement climatique et à la science. D'autres ont mieux que moi critiqué cette dite neutralité lorsque, comme le souligne le GIEC, la planète est en danger plus que jamais. Alors aussi, attention à l'effet pervers de l'État, de l'aide de l'État, dirais-je. Cette annonce récente du gouvernement Legault pour aider les médias. Je pense aussi aux journalistes de Radio-Canada qui assistent un peu interloqués aux déclarations de M. Poilievre contre l'existence de Radio-Canada
et tout projet de loi qui soulèverait la peur démesurée de perdre la liberté d'expression. On fait quoi pour parler de cette forte tendance libertarienne des conservateurs qui dénoncent l'État, ses institutions, pour mieux en réduire la taille? Comment on réagit à ce courant populiste qui amalgame parfois même les médias au pouvoir des élites? On nous appelle les merdias maintenant. Que fait un pilier de l'information dans de telles circonstances? Alors, j'ose poser la question. En conclusion, moi, je pense que les journalistes d'enquête ont toujours eu leur place et plus que jamais au cours des dernières années. Et je me rappelle même que lorsqu'on a déboulonné les maires de Laval, de Montréal et plusieurs autres villes de la Couronne Nord, les journalistes ont été des héros pour même ceux et celles qui, aujourd'hui, sont qualifiés de complotistes. Alors, il y a de l'avenir quand même. C'est pas le désespoir. Voilà, c'est ma première intervention. Merci beaucoup, Alain. Carole, je serais curieuse de connaître, selon vous, quels sont les éléments importants à retenir sur la notion de journaliste comme pilier de la démocratie. Bonjour à tous. Donc, Samuel, tantôt, disait quelque chose qui est important, je pense, c'est qu'il n'y a pas un journalisme. Alors, il y a des journalistes, je pense que je vais emprunter la formule à Marc-François Bernier, mais les journalistes engagés, c'est parfait, c'est très bien, c'est légitime. Il y a toutes sortes de journalisme. Et vous me pardonnerez, je vais m'asseoir sur le journalisme et vous parler de celui auquel moi j'ai contribué, auquel je crois beaucoup, qui est ce journalisme qui se retrouve un peu attaqué en ce moment par la gauche comme par la droite, qui est ce journalisme justement qui se veut respectueux, je pense, des grandes valeurs d'éthique, des grandes valeurs de déontologie, que je vais vous rappeler rapidement. L'exactitude, l'indépendance, l'équité, l'impartialité, l'humanité, la transparence et l'imputabilité. C'est le journalisme auquel je crois encore. Aujourd'hui, s'il y a un Québécois sur deux qui se méfie de l'information qui est diffusée par les médias, c'est pire dans d'autres pays, c'est vrai. Ça pourrait être mieux chez nous. Donc, un Québécois sur deux qui se méfie. Selon moi, une valeur sur laquelle on pourrait fonder une remontée de cette confiance-là envers les médias, c'est l'imputabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'imputabilité? Ça veut dire que les médias doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes pas seulement à leur patron ou à leurs sources, à leurs financiers, mais à leur public. Alors, qu'est-ce que c'est que rendre des comptes au public? Je pense que si on se mettait, tantôt, Alain parlait d'être plus humble, si les médias se mettaient un peu plus à l'écoute des mécontents, un peu plus à l'écoute de leur public, on ferait peut-être quelques pas pour hausser cette confiance-là. L'importance de ce journalisme-là pour la démocratie, on l'a vu, je pense, avec la pandémie. Pendant la pandémie, les auditoires des médias électroniques qu'on va appeler traditionnels, ces auditoires-là ont augmenté. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient des faits. Ils cherchaient des faits vérifiés. Ils cherchaient des faits parce qu'ils avaient des décisions à prendre pour leur santé, pour la santé de leur famille, pour leur sécurité. Alors, je ne suis pas prête à acheter le bébé avec l'eau du bain. Alors, le besoin que nos sociétés ont d'une information vérifiée, d'une information qui a été mise en contexte et qui a effectivement une certaine distance, donc qui a été faite par des journalistes qui ont réussi à mettre de côté leurs préjugés, leurs idées reçues et d'être ce côté équitable et impartial. C'est ce en quoi je crois et c'est ce que le Conseil de presse du Québec défend. On aura l'occasion tantôt de parler de ce qu'est le Conseil et du rôle que jouent les médiateurs. Moi, c'est ce que je fais depuis 1 an. Alors, en tant que médiatrice, depuis 1 an, je les ai entendus, les mécontents. Et à cause de ça, je vais vous soumettre 3 idées. 3 idées qui, je pense, nous aideraient comme métier, comme profession, à aller de l'avant. Ces 3 idées-là sont faciles à retenir. Ça fait un acronyme que j'ai inventé. Ça fait ET. Donc, ETE. E pour écoute, T pour transparence et E pour excuse. E pour écoute, parce que, comme je disais tantôt, les médias devraient porter une attention particulière aux mécontents. Même s'ils encombrent nos boîtes courriels, même s'ils nous emmerdent, on devrait les écouter un peu plus. De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Je pense qu'on doit trouver des moyens de se mettre à leur écoute. T pour transparence. En tant que médiatrice, ce que j'ai beaucoup entendu, ce sont des plaignants qui viennent au conseil de presse et qui me disent
J'ai écrit au journaliste, il ne m'a pas répondu. J'ai tenté de contacter le journal, je n'ai pas trouvé comment. Il s'est nulle part marqué comment on fait pour porter plainte, pour demander des correctifs. J'ai des mécontents qui me disent, le journaliste m'a insulté, il m'a méprisé. Ce sont des exceptions, vous me direz, peut-être, mais ces mécontents-là, ils existent et je pense qu'on devrait être plus transparent. Je pense que les médias devraient être plus transparents avec eux pour expliquer notre métier. Et on a tendance à croire que les gens savent ce qu'on fait comme journaliste, et c'est faux. Alors, on a besoin de s'expliquer plus, de s'expliquer sur notre travail, sur notre mission. Il y a trop peu de médias en ce moment au Québec qui ont sur leur site Web des choses aussi banales que quelle est notre mission? Comment fonctionnons-nous? Quelles sont nos règles de base? En quoi croyons-nous? Alors, quelques médias le font, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des médias aux États-Unis qui ont mis sur leur site Web de façon très claire, si vous voulez vous voulez montrer qu'il y a une erreur, vous voulez demander une correction, c'est ici. Alors, il y a un indicatif très clair, alors qu'au Québec, c'est encore assez chaotique. Comment faire pour dire qu'il y a une erreur? Comment contribuer? Alors, les gens veulent contribuer. Nos lecteurs sont nos alliés, ne sont pas nos adversaires. Alors, je pense que les médias devraient être plus ouverts dans la transparence, à expliquer plus leur méthode de fonctionnement, au lieu de penser que les gens la connaissent déjà. Donc, c'était E pour écoute, T pour transparence. Le dernier E pour excuse. La plus grande frustration que les plaignants au conseil de presse me manifestent quand je leur parle, c'est qu'ils découvrent que le journaliste n'est pas obligé de corriger sa faute, même si elle est réelle, qui est encore moins obligé de s'excuser. Ça va dépendre du média, ça va dépendre du journaliste. S'il choisit de ne pas s'excuser, ben, il peut. S'il choisit de ne pas se corriger, il peut. Peut-être que le conseil de presse va le blâmer. Ce sera un blâme moral. Alors, la frustration des gens à découvrir que dans leur pays, il n'y a pas d'ordre professionnel pour les journalistes, qu'il n'y a pas qui va les discipliner, par exemple, qu'il n'y a pas de loi qui oblige un journaliste à se corriger. Je ne l'avais jamais entendu aussi clairement que je l'ai entendu depuis 1 an. Les gens sont surpris. Ils ne connaissent pas cet écosystème-là, ils le découvrent lorsqu'ils entrent en médiation au conseil de presse, souvent, et ça les heurte. Je pense qu'on a un dialogue à refonder avec nos lecteurs et surtout avec les mécontents. Et c'est ce que le conseil de presse essaie de faire au cas par cas. Et je pense qu'on a tous besoin de s'y mettre en groupe dans cet effort-là. Merci beaucoup. Merci, Carole. C'était super intéressant. Comme première question, j'aimerais rebondir sur la question d'Alain, la question qui tue. Quelle est notre part de responsabilité dans la polarisation des discours, Alain, selon vous? Bien, c'est-à-dire que notre part, je pense qu'à certains égards, les journalistes racontent mal leurs informations. Ils prennent souvent pour acquis que le niveau de connaissance, avant même que les gens puissent prendre note d'un article, d'un reportage, que le niveau de connaissance des gens est à cette hauteur-là. Alors que ce n'est pas vrai que c'est à cette hauteur-là. C'est plus bas que ça. Et ce n'est pas je dirais, être pessimiste que de dire ça. C'est simplement reconnaître une chose, c'est que c'est pas vrai que les gens sont au courant de tout. C'est pas vrai que les gens savent qu'est-ce qui a précédé telle information qui sort. Et ce n'est pas vrai non plus que les journalistes expliquent tout, mettent toutes les choses en contexte, vont faire un rappel historique des faits. On prend toujours pour acquis que tout le monde sait ça, mais c'est pas vrai que tout le monde sait ça. Donc, d'une certaine manière, notre part de responsabilité, c'est que parfois, on donne l'impression qu'on exclut le lecteur ou la lectrice qui n'a pas nécessairement toute la mise en contexte, toute la mise en situation, tous les éléments historiques qui ont précédé une information. Et d'une certaine manière, ça veut dire, bon, on sait bien, eux autres, ils se parlent entre eux. Alors, moi, je pense qu'il y a une certaine forme de responsabilité là-dedans. Ça veut dire qu'il faut faire mieux notre travail. Je rejoins beaucoup Carole sur la question de la transparence et tout ça, mais ce ne sera pas suffisant. Je pense que aussi dans la façon de réciter, de raconter l'information, il nous faut faire un effort supplémentaire pour être certain que les gens vont pouvoir suivre correctement ce qu'on est en train d'expliquer. Samuel, selon vous, quelle est notre part de responsabilité? Dans la fameuse polarisation des opinions. Oui, exact. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Je pense que peut-être que c'est ça. La fameuse polarisation des opinions, c'est un phénomène peut-être mais qui cache un autre phénomène plus large qui est un peu
le fameux phénomène de dissociété hein, qu'on assiste en ce moment, c'est-à-dire vraiment la montée, mais je pense que M. Saunier en parle dans son livre Les Barbares, mais la montée en force de nouveaux monopoles, en fait, numériques, de nouveaux oligopoles numériques, en fait, qui, en fait, ont vraiment une nouvelle même, une nouvelle épistémologie. En fait, il s'agit pas du tout, en fait, de faire circuler des idées. C'est vraiment des usines à affect négatif, en fait, les réseaux sociaux. Il s'agit vraiment de faire circuler des choses qui créent des certaines émotions, surtout des émotions négatives, et de monétiser, en fait, ces émotions-là, d'essayer même de prédire, en fait, certaines réactions, certains affects négatifs. Je pense que peut-être, oui, évidemment, certains médias qui ont fait le saut de purement en ligne ont pu vraiment alimenter cette espèce d'usine à affect négatif. En fait, je lisais Le Monde diplomatique il y a quelques mois, bon, je pense il y a un an ou deux, il y avait un article qui s'appelait Un journalisme de guerre culturelle. En fait, c'était Serge Halimi qui avait écrit cet excellent texte-là, puis il disait que certains médias ont vraiment ceux qui voulaient maximiser les clics en ligne, ont vraiment participé à alimenter cette espèce de usine à affect négatif. En fait que, donc, le but, c'est pas vraiment, je vous dirais, d'être dans un idéal type d'information. Le but, c'est vraiment plus de faire spinner certaines guerres culturelles, de vraiment, tu sais, quand tu lis un texte, puis juste le titre, t'es comme déjà fâché, là, tu sais, puis tu veux comme commenter tout ça, ben, même moi, ça m'attrape. Des fois, je vois juste le titre, là, je me dis, oh mon Dieu, genre, il faut que j'aille commenter, il faut que j'aille comme liker d'une certaine façon. Donc, puis là, je me dis, à quel point est-ce que ça peut favoriser, c'est ça, une espèce de discussion saine. Donc, il faut savoir que l'espèce de polarisation des opinions, c'est peut-être même un épiphénomène de ce qu'on peut appeler la dissociété ou vraiment l'espèce de montée en forme du capitalisme de plateforme, en quelque sorte. Et plusieurs médias ont été à l'avant-plan de cette plateformisation-là, en fait, sans vraiment peut-être penser aux conséquences. Voilà. Oui. Alain, je vois votre main levée. Oui, ben, en fait, je veux juste ajouter un élément à ce que disait Samuel, c'est-à-dire qu'on oublie quand même un facteur qui est majeur, c'est que les moins de 35 ans ne s'informent plus à travers les médias dits traditionnels. Alors, on fait quoi? Moi, quand je regarde cette polarisation-là, bon, je donnais tantôt un exemple de quelle est notre part de responsabilité là-dedans. Mais la part la plus importante, elle revient à ce que Samuel soulève, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ne vivent que pour ça. Et puis, d'une certaine manière, ce qui se passe, c'est que les jeunes de moins de 35 ans ne sont plus sur les médias dits professionnels ou traditionnels, mais ils vont chercher des bribes d'informations tout de même à travers les réseaux sociaux, puis ils vont se passer les uns les autres. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est que ça donne qu'on a une partie de la population qui est à l'extérieur de ce qu'on peut appeler le monde médiatique traditionnel. Et quand j'entends Carole, elle connaît tout le respect que j'ai pour le conseil de presse, mais le conseil de presse n'a même pas un droit de regard, il ne regarde pas non plus les réseaux sociaux. Alors, à quoi ça rime tout ça, d'une certaine manière, si les moins de 35 ans, ils ne sont pas sur les médias traditionnels, et puis on n'a aucune forme de regard critique qui est mené par des instances comme le conseil de presse. Donc, Carole, si je comprends bien, si par exemple la plateforme de chez Québécois, le 24 heures, qui crée du contenu sur Instagram surtout, mais qui ont aussi un site web, vous n'avez pas de droit de regard là-dessus? Vous m'excuserez d'être juste une médiatrice au sein du conseil, donc je ne pense pas que j'ai autorité pour parler au nom du conseil dans son ensemble. Alors, moi, j'ai tendance à penser que les choses évoluent de la même manière que le journalisme est un organisme vivant, que le conseil de presse en est un aussi. Et qu'à mesure que les choses changent, ben, le conseil va aussi s'adapter. Alors, s'il y avait, donc, peuvent devenir membres du conseil n'importe quel média. Alors, s'il y a des médias qui sont que numériques, qui peuvent y être admis. Il y a eu des questions qui ont été posées en plainte au conseil concernant des choses qui avaient été diffusées sur des réseaux sociaux qui étaient issus de médias qu'on va appeler traditionnels. Donc, les questions sont en mouvance en ce moment. Il y a des gens qui se rapprochent de ces questionnements-là. Je pense qu'on va y arriver.
Je pense que là aussi, il ne faudrait quand même pas jeter le conseil de presse à la poubelle parce qu'ils ne se mêlent pas de réseaux sociaux. Et d'une autre manière aussi, je pense qu'il ne faudrait pas non plus dire que les jeunes ne se nourrissent pas d'informations de médias traditionnels. Je pense qu'il y a des jeunes qui ne s'en nourrissent pas, mais il y en a aussi des jeunes qui s'en nourrissent et que, entre autres, pendant la pandémie, il y a quand même eu des choses qui se sont passées là où on a vu, moi j'ai vu des jeunes devenir des plaignants au conseil parce qu'ils avaient vu des choses sur des médias traditionnels qui ne leur plaisaient pas ou avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Alors, je pense qu'on fait peut-être on tue peut-être rapidement les médias traditionnels dans leur auditoire jeune, puis je suis pas sûre que c'est vrai qu'il y a un glissement en ce moment, c'est vrai que c'est plus difficile, c'est vrai qu'il y a du boulot à faire, mais je suis pas prête à dire que c'est pas utile maintenant. Mais je pense une précision. En 2018, le Devoir titrait 70% des moins de 35 ans s'informent principalement par le truchement des réseaux sociaux. Ça, c'est en 2018. Alors, moi, je suis en train de dire que les moins de 35 ans, tous, unanimement, ne lisent pas ou ne vont pas fréquenter les médias. Mais ce que je dis, par contre, c'est qu'on est en train d'oublier un paquet de monde. Bien sûr, et bien sûr. il va falloir qu'on s'ajuste correctement. Tout à fait, je suis d'accord. Bien sûr. J'ai une question ici intéressante d'Anne Guénière, Le Curieux. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. Elle écrit, n'est-ce pas à nous de nous adapter à ce nouveau monde de consommation de l'information, ce nouveau mode de consommation de l'information par les jeunes. Mais on voit quand même de plus en plus de médias rades, ils font du journalisme super intéressant, de qualité, qui rejoint les jeunes. Moi, à l'université, puis au jeu de la communication, je veux dire, tout le monde s'informe avec RAD, tout le monde s'informe aussi de plus en plus avec le 24 heures chez Québécois. Je pense quand même Urbania aussi fait des fois du contenu journalistique super intéressant. Donc, je pense quand même que les médias traditionnels sont au courant des nouvelles tendances. Carole ou Alain, qu'en pensez-vous? Ben oui, je pense que tout le monde est au courant des nouvelles tendances, mais aussi ce qui est en train de se produire, c'est que les plus jeunes vont peut-être bouder les médias plus traditionnels, même s'ils ont une forme numérique aujourd'hui, mais ils en inventent d'autres. Ils développent d'autres médias aussi. Bon, vous en mentionnez quelques-uns, mais moi, je pense que, par exemple, l'expérience de Pivot au Québec, c'est une expérience qui est intéressante. C'est un point de vue plus engagé, mais ça reste quand même l'émergence, on veut, d'un désir chez les plus jeunes d'avoir une alternative en termes de journalisme, d'information. Mais ce que ça signifie, c'est qu'il faut trouver une façon d'aller chercher ces gens-là. Parce que ce nouveau mode, je vois la question de Mme Gagnère, Le Curieux, il faut qu'on s'adapte, nous, à ça, il faut qu'on s'ajuste. Or, on n'a pas encore fait tous les efforts, à mon point de vue, et il y a un certain nombre de choses qui devraient être faites. En parlant de nouveautés et de la nouvelle génération, on voit de plus en plus des jeunes se diriger vers un journalisme engagé, voire même un journalisme militant. Puis je serais curieuse de savoir, selon vous, est-ce que ce type de journalisme va à l'encontre des principes journalistiques comme l'équilibre et l'impartialité que Carole nommait en introduction, ou au contraire, il représente le journalisme de l'avenir, puis c'est peut-être ce type de journalisme-là qui va plus rejoindre les jeunes. Carole? Votre micro. Je vais ouvrir mon micro. Ben, je pense que j'ai déjà annoncé mes couleurs tantôt. Alors, il y a toujours eu du journalisme engagé. Il y en aura toujours. Et c'est très bien. C'est très légitime. Mais vous me demandez quel est le journaliste de l'avenir. Moi, je vais vous répondre que le journaliste de l'avenir, c'est le reporter. C'est celui qui, justement, ne sera pas engagé. Parce qu'il faut garder ce territoire où des ponts peuvent être créés entre les chambres d'écho, les fameuses chambres d'écho que nos réseaux sociaux créent, où les gens prennent l'habitude de rester entre eux et de se parler entre eux de choses qu'ils connaissent et sur lesquelles ils ont la même opinion. Alors, qu'est-ce que le reporter y fait? Il devrait, parce que c'est son devoir, aller voir ces chambres d'écho différentes et se mettre à leur écoute sans préjugés et sans avoir décidé d'avance qui a tort ou qui a raison. Et d'écouter ces chambres d'écho différentes et de raconter l'histoire
à quelque part, dans un lieu qui, j'espère, sera un média, où toutes les voix pourront être entendues, de manière à ce qu'un adversaire découvre un point de vue d'un autre, qu'il n'avait peut-être jamais vu ou jamais lu. Alors, il m'est arrivé souvent, moi, dans ma vie de reporter, d'avoir des adversaires politiques, des adversaires sociaux ou syndicaux, me dire, j'ai enfin compris ce que mon adversaire me disait en lisant ton papier. Parce qu'il y avait dans mon papier cette distance dont Samuel Lamoureux parlait tantôt, du journaliste qui, moi, je n'aurais pas dit se met en haut, mais j'aurais dit se met à côté. Et dans la société, il n'est pas en haut, il est avec la société, il la regarde, mais il la regarde en tentant de vraiment donner la chance à ses points de vue variés, qui parfois sont contraires aux siens, d'être exprimés et d'être exprimés de façon équitable. Alors, cet espace-là de neutralité, il est le moment où les journalistes deviennent ce qui devrait être, selon moi, c'est-à-dire la possibilité de créer des ponts. Parce qu'ils peuvent s'écouter. Ils peuvent écouter des gens en mettant leurs émotions de côté, ce que des adversaires ne peuvent pas faire. Et si on veut mettre fin à cette polarisation-là ou si on veut l'atténuer, bien, il faut revaloriser le rôle du reporter parce que lui, il ne va pas contribuer à cette polarisation-là. Il va raconter les uns aux autres en espérant qu'ils se retrouvent, ces gens-là, dans un quelconque milieu. Alors, j'ai l'impression d'être une espèce de dinosaure, mais c'est quelque chose qui m'a animé toute ma vie et que j'ai vu être utile dans bien des affrontements sociaux. Et plus les gens vont vivre dans leur chambre d'écho, plus on va voir cette polarisation-là monter. Et plus donc, pour moi, le journaliste de l'avenir, c'est le reporter. Merci, Carole. Samuel, votre point de vue sur cette question? Ouais, c'est ça. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que je suis pas sûr que le débat entre militantisme et objectivité soit vraiment le bon débat, en fait. J'ai l'impression que c'est une espèce de cul-de-sac, en fait. Moi, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est plus de savoir est-ce que les codes de déontologie doivent évoluer avec le temps, en fait. Est-ce que Carole, tu nommais les mots, là, humanité, transparence, indépendance, imputabilité. Est-ce que les définitions de ces mots-là doivent évoluer avec le temps et est-ce qu'ils doivent, en quelque sorte, représenter l'état des rapports de force, en fait, de chaque époque, en fait. Donc, parce qu'on a comme un choix. Est-ce que c'est comme est-ce que les codes de déonto, c'est comme des espèces de bibles religieuses où c'est comme les définitions sont comme immuables. Puis je suis sûr qu'on s'entend que c'est pas ça. Là. Mais est-ce que d'un côté, c'est des comme immuables qui devraient comme être objectifs en 1950? Est-ce que c'est être objectif en 2020? Ou est-ce qu'on devrait pas penser à faire évoluer certaines de ces codes-là à l'orée de ce que les rapports sociaux ressemblent à chaque époque. Aujourd'hui, on a une domination des monopoles numériques, on a une crise climatique. Les rapports sociaux de 2020 ne sont pas les rapports sociaux de 1980. Donc, il faut penser à redéfinir chacun de nos codes déontologiques face à... Et c'est intéressant parce que à chaque époque, je pense que chaque mot du code de déontologie peut être interprété de manière différente à chaque époque, en fait. Puis je lisais un petit texte qui parlait de ça, mais par exemple, tu prends juste liberté de la presse, freedom of the press, mais en fait, ce que pour les éditeurs, souvent, la liberté, c'est la liberté de la régulation, la liberté même de la taxation, de la liberté de la censure. Et pour un reporter, la liberté, c'est la liberté, ben, sûrement plus des publicitaires, des intérêts corporatifs. Donc, vous savez, juste au niveau de la liberté de la presse, on a une définition différente qui varie selon notre place dans le champ médiatique. Donc, il faut prendre en considération où est-ce qu'on est placé dans le champ médiatique. On prend chaque concept et on regarde les rapports de force, puis il faut les faire évoluer, je pense, avec le temps. Donc, au final, le débat, c'est pas de dire est-ce qu'il faut être objectif, est-ce qu'il faut être neutre. Le débat, c'est plus de dire ça veut dire quoi être neutre aujourd'hui face à l'état si vous voulez, de la société. Je pense que c'est plus une question qui est plus féconde, en fait, selon moi, que l'espèce de juste... voilà ce que je voulais dire. Ben, oui, bien sûr, parce que le premier guide de déontologie, il remonte à 100 ans. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas là avant, un peu dans votre perspective historique. Et ils ont beaucoup évolué. Et au Québec seulement, ben, il y a des journalistes qui n'adhèrent à aucun
guides de déontologie, puis il n'y a personne qui les met en prison, hein, ils font ce qu'ils veulent. Donc, la liberté qui règne actuellement dans le champ du journalisme au Québec, elle est très grande. Alors, il y a ceux qui adhèrent au code de déontologie de la FPJQ, il y en a qui adhèrent au code de déontologie du Conseil de presse, il y en a qui aiment le code de conduite de la GIC. Alors, et il y a à travers ces guides-là ou ces codes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes noms, il y a eu beaucoup d'évolutions et il y a beaucoup de changements. Et c'est dans cette conversation-là, et c'est une des beautés, à mes yeux, du Conseil de presse du Québec, c'est qu'il réunit les trois parties. Il n'y a pas beaucoup de lieux en ce moment où vous avez les patrons de presse, les entreprises de presse, les associations de journalistes et des membres du public qui, à chaque semaine, se rencontrent et discutent entre eux de cette déontologie dont on parle depuis tantôt, puis qui la font évoluer, qui adoptent des nouveaux règlements, qui se questionnent, qui discutent. Il y a des entreprises de presse qui ne sont pas contentes, il y a des journalistes qui ne sont pas contents, et la discussion a lieu avec des membres du public aussi. Alors, il y a quelque chose de fécond là-dedans. C'est pas parfait, comme soulevait avec pertinence Alain tantôt. Ça couvre pas tout, mais ça pourrait un jour couvrir tout. Alors, ça pourrait devenir le lieu de toutes ces rencontres. Encore faut-il le vouloir, faut-il le faire. Alors, vous avez peut-être lu ce matin, je pense que c'est dans Le Devoir, hier, c'était dans la presse, cette entrevue avec Paul Beaugrand-Champagne qui prend sa retraite après 2 mandats à la tête du Conseil et qui appelait à un plus grand rassemblement, quoi, à plus de ressources investies dans ce lieu qui est assez unique, où les 3 composantes sont autour de la même table et ils discutent entre eux et font évoluer cette organisation sans but lucratif qui vit du financement de ses membres, du financement des associations de journalistes, de quelques subventions de l'État, puis qui essaie de faire avancer cette discussion. Si on veut l'avoir, cette discussion sur la déontologie, ben, ça prend un lieu pour l'avoir. Et ce lieu-là, il existe en ce moment. Encore faut-il qu'on s'y mette un peu plus nombreux à le faire évoluer. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, moi, je suis vraiment un de ceux qui a toujours soutenu le Conseil de presse. Et dans mon livre, j'en parle aussi. J'ouvre même cette perspective que le Conseil de presse se préoccupe aussi de ce qui se fait comme information sur les réseaux sociaux. Alors, donc, j'en suis. Malheureusement, le Conseil de presse n'a pas l'autorité encore sur l'ensemble des médias. Parce que, bon, le groupe de Québécois n'est pas là. Alors, on se retrouve dans une situation où on ne sait plus trop s'il s'agit de quelque chose qui est solide ou de fragile. Mais pour revenir un peu à cette notion de militantisme ou journalisme, c'est comme s'il fallait faire le choix entre l'un et l'autre. Moi, j'ai toujours été celui qui a défendu l'idée que ce sont les faits qui sont les plus importants. On peut avoir un point de vue de droite ou un point de vue de gauche, mais dans les 2 cas, si les faits sont les mêmes, alors là, je trouve qu'il y a un début de conversation. Mais si les faits ne sont même pas reconnus, là, on a un problème. Or, qu'est-ce qui s'est produit durant toutes les années de présidence de M. Trump aux États-Unis? C'est que tous les faits étaient falsifiés. Le nombre de mensonges qui ont été propagés par M. Trump, c'est effrayant. Et en opposition à ça, vous aviez des médias traditionnels qui se sont mis dans une situation où ils étaient l'opposition à la fausseté, à l'absence de vérité de leur président. Il faut quand même le faire. Moi, je n'exclus pas qu'un jour ça arrive ici au Canada et au Québec. Alors, il faut qu'on soit aussi conscient que les journalistes, à certains moments donnés, ils doivent aussi prendre une stature de défenseur de la vérité et défenseur des faits. Et là, c'est le cas, par exemple, avec tous les débats sur la science, c'est le cas sur les changements climatiques. Alors, il y a des secteurs de l'actualité où les journalistes doivent prendre position en faveur des faits. Si ça s'appelle militer, eh bien oui, mais militer pour les faits, c'est, à mon point de vue, un des éléments qui est le plus important pour les journalistes. D'ailleurs, le New York Times rapportait que, je pense qu'il a rapporté dans la dernière année que dorénavant, l'appartenance à une idéologie surplombe les faits. Donc, dans la société, c'est comme si les faits n'ont plus la même importance qu'il y avait il y a quelques années. Devant cette réalité-là et devant aussi d'autres contextes comme la crise de confiance, la baisse des revenus publicitaires, l'intimidation et le harcèlement envers les journalistes
qui ne cesse d'augmenter. Selon vous, quelles sont les solutions qu'on devrait appliquer pour préserver le journalisme? Carole, en premier. Micro fermé. Je venais de fermer mon micro. Mais avant de répondre, tiens, je vais revenir sur ce que Alain vient de dire parce que je suis tellement d'accord avec cette idée-là que s'il y a un militantisme chez un reporter, ben, c'est son engagement en faveur des faits. C'est en faveur de sa recherche des faits. Et je dirais sa espèce de confiance qu'il faut que notre public est intelligent. Je sais que certains jours, c'est pas toujours facile à maintenir. Et que si on lui donne les faits et qu'on les met en contexte, ben, il prendra les décisions qui sont appropriées. Mais que notre responsabilité première, elle va à l'égard des faits. Alors, pour revenir à votre question, moi, je pense que la crise, elle était surtout financière. Hein? Elle a été financière dès le début. Alain en a longuement parlé là, dans son livre. Et je pense que maintenant, on a quand même une embellie. Tiens, je vais encore me mettre de l'autre bord, tiens, puis vous dire que je trouve qu'il y a quand même une embellie en ce moment. Parce que j'essaie de lister là, avec les crédits d'impôt sur la main-d'œuvre de 25 à Ottawa, de 35 à Québec, le surplus d'apport en publicité gouvernementale qui est venu avec l'urgence sanitaire, certains journaux qui ont eu plus d'abonnés à cause de la pandémie, de cet appétit pour de l'information vérifiée à cause de la COVID, l'initiative de journalisme local. Bien, il y a des médias qui s'en tirent vraiment bien. Moi, j'ai connu Le Devoir à l'époque où on était 36 dans la salle de rédaction. Les derniers chiffres, là, Le Devoir, la salle de rédaction est passée de 47 personnes à 102 journalistes, cadres et syndiqués. Alors, le journalisme, Le Devoir est en situation d'équilibre budgétaire. Les coops de l'information sont en remontée. Donc, je ne vous dis pas que tout est beau, mais c'est quand même pas non plus tout noir. Alors, il y a une période, je trouve, en ce moment où il y a un dynamisme très évident. Mes étudiants de troisième année en journalisme, il y en avait la moitié qui avaient déjà des emplois. Hein? Alors, j'ai connu une époque bien pire. Alors, donc, il y a quand même un renouveau, une renaissance en laquelle moi, j'ai plutôt confiance. Alors, je ne suis pas sûre qu'on devrait enterrer tout de suite le journalisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour lui encore. Il y a de l'espoir, effectivement, parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner en 2012, c'était tellement évident qu'il n'y avait pas d'emploi. Il y avait des compressions budgétaires dans tous les médias. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a des gens qui finissent à peine leur DSS en journalisme et puis ils ont tout de suite une proposition pour aller travailler à Radio-Canada. Évidemment, Radio-Canada, c'est grand et puis il y a beaucoup plus d'emplois là, mais quand même, ce que ça signifie, c'est que le temps a changé. Et les temps ont changé aussi parce que l'embellie dont tu parles, Carole, elle est aussi, il y a une note d'espoir à mon point de vue sur le fait que la plupart des pays, particulièrement les pays européens et le Canada, sont en train aussi de vouloir encadrer et réguler les réseaux sociaux. Et ça, à mon point de vue, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Quand le gouvernement canadien dépose un projet de loi sur l'information continue, sur les redevances aux médias, il y a de l'espoir là-dedans. Le seul problème, c'est qu'il va y avoir nécessairement une vraie collision parce que les géants numériques comme M. Musk appellent déjà le genre de discours qu'il va nous fournir au cours des prochains mois. Les géants numériques vont résister beaucoup à tout ça. Et il va falloir aussi que s'il y a des institutions comme le Conseil de presse veut survivre, il va falloir l'aider, mais il va falloir aussi peut-être élargir son champ d'expertise, son champ sur lequel il va devoir pouvoir poser un regard critique. Parce que sinon, on va laisser encore une fois une grande partie des gens s'informer par le truchement des réseaux sociaux et puis personne n'aura la possibilité de pouvoir rétablir les faits. Et s'il y a un avenir pour moi, pour les journalistes, c'est bel et bien sur les faits, mais ça veut dire contrer la désinformation. Il faut, à jour après jour, quotidiennement, il faut toujours être en train de contrer la désinformation, rappeler exactement qu'est-ce que telle information, pourquoi elle est fausse, en quoi elle est fausse. Il faut faire un retour là-dessus. Tous les grands médias ont développé ce qu'on appelle des genres de comités de vigilance ou des groupes qui vont vouloir véritablement
décortiquer les fausses informations. Et ça, à mon point de vue, il y a un avenir à l'intérieur de ça. C'est un des éléments que les journalistes vont devoir faire. Mais ça ne sera pas suffisant parce que la désinformation, à mon point de vue, elle est là pour durer. Elle est en train de gagner pour encore une décennie certainement. Et puis, il faut qu'on trouve d'autres manières d'établir une pertinence aux journalistes dans un contexte où n'importe qui peut faire du journalisme. Et je ne dis pas qu'il faudrait avoir un statut permanent pour des journalistes, mais ce que je dis, c'est que n'importe qui sur le web peut s'improviser influenceur ou influenceuse. Alors, il faut trouver autre chose, nous, pour recadrer notre travail à l'intérieur de ce monde qui est en mutation avec de belles embellies comme celle que soulève Carole. Comme moi aussi, quand je vois que les réseaux sociaux, il y a des pays qui se penchent actuellement pour essayer de mieux réguler et encadrer ces géants numériques qui sont les vrais propriétaires des tuyaux qui sont utilisés par la majorité des gens. Donc, on a un problème aussi quand même. Samuel, lors de notre rencontre préparatoire, vous parliez d'instaurer une société des lecteurs parmi les solutions. Je serais curieuse de vous entendre un peu expliquer qu'est-ce qu'une société des lecteurs. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je vais en parler un petit peu à la fin de ce que j'allais dire parce que j'allais revenir peut-être sur peut-être l'importance de instaurer des lieux de travail plus démocratiques, en fait. Parce que si on veut revenir au mot démocratie, en fait, du thème, souvent, en fait, dans la tradition libérale ou néolibérale, la démocratie, c'est un peu un gouvernement des experts. On a un peu une peur des masses, en fait, chez les auteurs libéraux, mais chez les auteurs plus sociaux-démocrates, voire socialistes, utopiques, souvent la démocratie, c'est associé à l'association de ceux qui travaillent, en fait. L'association, c'est-à-dire on veut mettre des comités égaux sur des lieux de travail, par exemple, c'est souvent ça. Et j'ai une belle citation là, de Frank Fischbach qui disait que la démocratie, c'est le nom d'une vie sociale intense, partagée et dynamique, qui accroît en nombre et en intensité les occasions de développer mutuellement les puissances comme puissance coopérative. Donc, moi, je me dis, si les grands médias voulaient vraiment encourager la démocratie, protéger la démocratie, ben, on aurait des lieux de travail qui seraient plus démocratiques, en fait. Ce serait une espèce, pour moi, c'est vraiment une association intéressante. Et en ce moment, c'est dommage, mais chez plusieurs grands médias, on a encore les vestiges d'une gestion autoritaire. En fait, on a encore l'idée aussi que parfois les jeunes doivent en fait faire leurs preuves. On a même l'idée qu'il faut casser les jeunes, parfois casser des stagiaires. Donc, on en prend une dizaine, puis on voit qui c'est qui survit à la fin des 2 mois de stage. Moi, c'est encore des choses que j'entends souvent dans certains médias. Puis je pense qu'on aurait besoin de vraiment s'attaquer à ça parce que veut pas, c'est vrai qu'on a une embellie en ce moment. Puis c'est vrai que moi, je vois des étudiants qui se trouvent une job rapidement, mais la vraie question, c'est combien de temps ils vont garder leur emploi. S'ils quittent après 5 ans, s'ils quittent après 10 ans, on n'est pas plus avancé. En ce moment, on a un énorme turnover dans les médias. Un turnover, c'est-à-dire des gens qui essaient d'avoir une carrière et des gens qui quittent le métier, en fait. Il y a un livre qui est sorti dernièrement qui s'appelle Hier journaliste. Ils ont quitté la profession. C'est un livre français. Mais ça fait des entrevues avec 50 journalistes qui ont quitté le métier, en fait, au début trentaine souvent, début vingtaine. Et moi, dans ma thèse, j'ai parlé à des dizaines de personnes qui ont fait des burn-out dans le métier, dans le monde des médias. Et donc, la vraie question, c'est, genre, ça peut être facile de se faire embaucher, mais est-ce que tu vas vraiment garder cette job-là? C'est une question c'est une question vraiment qui est au centre de l'avenir des médias. Et si on avait des lieux qui étaient plus démocratiques, il me semble qu'on aurait la faculté de retenir plus longtemps les gens. Et le cas du devoir, c'est vraiment paradoxal parce que, je veux dire, moi, ce média-là a embauché et est rendu à 100 journalistes, mais moi, j'en connais 10 qui ont fait des burn-out dans les 5 dernières années au devoir. Moi, je comprends pas pourquoi on peut pas saluer, on peut pas juste dire, on peut pas parler d'embellie si on ne parle pas des gens qui ont été détruits par ce métier-là, des gens qui ont fait dépression, burn-out, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais. Donc, il faut mettre ça en relation des deux et je pense que c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir les gens qui sont embauchés là, ils vont rester combien de temps? C'est vraiment une question essentielle. Il me semble que c'est ça, démocratie. Donc, de un, mettre des lieux de travail plus démocratiques. Et deuxièmement, c'est ça, la fameuse société des lecteurs. C'est Julia Cagé, dans son livre Sauver les médias. Elle disait oui, de un, les médias doivent adopter la revendication de l'information comme bien public. Donc, certains médias doivent faire la transition vers le modèle à but non lucratif. Et la presse
je pense, le fait admirablement parce que pour Julia Cagé, les médias doivent devenir des espèces de fondations qui peuvent recevoir des dons défiscalisés, des choses comme ça. Et la presse le fait, mais elle dit aussi que ces médias-là devraient se créer des sociétés d'électeurs qui auraient des mots à dire sur l'orientation du média, en fait. Donc, des sociétés qui seraient évidemment proportionnalisées selon leur taux, selon le nombre de personnes qu'ils représentent. Ils ne devraient pas comme avoir plus un certain nombre de pourcentages dans l'influence, mais ils devraient avoir une voix pour décider certaines grandes orientations, en fait, de ces médias-là. Et on voit que, par exemple, dans le cas de la presse, la société des lecteurs, elle se fait attendre un peu, en fait. Donc, on a fait le saut vers le modèle à but non lucratif, mais on a beaucoup de difficultés à comme essayer de faire ce saut-là vers cette démocratisation-là des choix des sujets. Et souvent, on parle de j'ai fait un focus group avec des lecteurs et on a décidé, mais un focus group, c'est pas suffisant. Un focus group, je veux dire, ça vient du marketing, de la gestion. C'est déjà beau, c'est déjà bon, mais il faut avoir plus que des espèces un focus group, c'est juste le fait de prendre une couple de lecteurs puis on fait une discussion comme c'est un modèle qui vient du marketing, mais il faut avoir plus que ça. Il faut avoir vraiment, je pense, c'est cette idée-là d'une société qui aurait son mot à dire. Je pense que ce serait vraiment une bonne idée. Donc, voilà. Merci. Très intéressant, merci. Je vais inviter les participants à écrire toutes les questions que vous avez en tête. Puis, il nous reste 4 minutes avant d'arriver dans la période de questions. Carole, rapidement, pour peut-être le Conseil de presse du Québec, ça reste encore méconnu pour bien des gens. Quel est le rôle du Conseil de presse du Québec et sa mission? Le Conseil de presse, on va se rappeler quand même, c'est presque le plus vieux au pays. Ça a failli être le plus vieux. Hein. Il a été fondé en 73. Il aurait dû être fondé en 72, mais enfin, il y a eu un mélange à un moment donné. Finalement, les Albertains nous ont coiffés au poteau en 72. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Je vous dirais, les gens quand même, c'est vrai que c'est pas très connu, mais ils nous ont quand même trouvé beaucoup au cours de la dernière année. Il y a quand même, on est passé de 111 plaintes en 2010 à 684 l'année dernière. Et quand il y a un jour une influenceuse, peut-être que les gens qui sont sur les réseaux sociaux trouvent que c'est bien le fun, mais quand ils ont une plainte à faire, où est-ce qu'ils vont? Ils vont au conseil de presse. Alors, il y a une influenceuse, vous vous souviendrez, il y a 1 an ou 2, qui avait invité tous ses followers à porter plainte en faisant du copier-coller. Alors, le conseil a reçu 1000 et quelques plaintes. Évidemment, ça a fait exploser sa boîte courriel. Et ça a valu que le conseil, qui évolue et qui s'adapte, a donc décidé désormais, par règlement, que désormais, 10 plaintes, s'il y a plus que 10 plaintes, ben 10 suffisent pour, on va en lire 10, on va en prendre 10 parce qu'on ne lira pas les 1100. Parce que rendu à 1100 de copier-coller, on utilise en vain les énergies, le temps du personnel qui devrait être mis à un meilleur escient. Donc, les gens, même sur les réseaux sociaux, hein, quand ils ne sont pas contents, ils vont se tourner vers une autorité morale. Ils ne vont pas essayer de résoudre ça entre eux. Hein, donc, ils vont aller vers une autorité morale et ils vont dire, vous, conseil de presse, dites-nous donc, est-ce que ce qui a été fait là, c'est quelque chose qui s'était passé dans une station de radio, est-ce que ce qui a été fait là, c'était bien fait? Est-ce que le travail a été bien fait? Alors, ils ont beau penser qu'ils vivent bien dans leur chambre de YouTube et d'autres réseaux sociaux, mais quand ils veulent avoir un avis de quelqu'un sur est-ce que le travail a été bien fait, c'est le conseil de presse qui ça va aller. Donc, c'est une institution qui est appelée, je pense, à grandir parce que justement, les gens vont avoir plus de questions. Et d'ailleurs, vous allez avoir en septembre, vous surveillerez ça, ce magnifique procès donc de Québécois qui a intenté un procès donc au Conseil de presse. Ça devrait commencer à être entendu parce que Québécois estime que le Conseil n'a pas le droit de statuer sur les manquements qui auraient été commis par l'un ou l'autre de ses titres. Alors, il va y avoir une belle cause là qui va faire jaser, je pense. Est-ce que pour l'instant, le Conseil de presse du Québec, c'est un tribunal d'honneur, hein, donc il n'y a pas de sanction. Est-ce qu'un jour, il n'y a pas de ça sanction. va évoluer vers certaines je vous dirais que si vous êtes un journaliste, vous trouvez qu'être blâmé par le Conseil, si vous êtes un média et être blâmé par le Conseil, vous n'aimez pas ça. Hein? On a tous, il y a eu des colères célèbres de patrons de presse ou de journalistes pas contents que le comité des plaintes ait jugé qu'ils avaient mal travaillé alors que c'était qu'un blâme moral. Donc, l'autorité du Conseil, elle a
valeur pédagogique, elle a valeur d'inspirer, elle a valeur de dire, regardez, ici, ça aurait pu être fait mieux. Donc, c'est l'autorégulation et c'est à peu près le seul modèle qu'on a trouvé pour garder une presse libre, dans le sens où il y a beaucoup d'autres pays qui ont tenté toutes sortes de choses. Mais si vous voulez une presse libre, ben, vous allez admettre que les médias vont devoir s'autodiscipliner eux-mêmes et donc se donner des blâmes et dire, bon, ben, ça ne marche pas de faire le travail de cette manière, c'est pas facile, mais c'est ce que le Conseil fait en ce moment. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des plaignants qui me disaient qu'il devrait y avoir un tribunal spécial. Comme il y a maintenant un tribunal spécial pour les agressions sexuelles, ils estimaient qu'il devrait y avoir un tribunal spécial pour juger des médias. Alors, dans cette époque où on a vu avec la pandémie un mécontentement de plus en plus grand de la part des mécontents, donc, qui s'en sont pris aux médias de façon très vigoureuse, comme on l'a vu lors des manifs d'Ottawa. Donc, il y a un besoin des gens de sentir que qu'est-ce qui se passe quand un média se trompe et ils ne semblent pas avoir les mêmes exigences face à leurs réseaux sociaux, ce qui est un peu dommage. Je suis d'accord avec Alain là-dessus, mais ils ont des attentes très élevées face aux médias qu'ils aiment et qui voudraient qu'ils soient parfaits. Alors, comme les journalistes ne le sont pas, ben, ça crée un assez grand nombre de frictions. Comme première question, on a contré la désinformation, c'est essentiel, les moyens concrets pour y arriver. Question posée par Daniel Godin. Alain, selon vous, les moyens concrets pour contrer la désinformation, c'est une grande question. Oui, mais il y a plusieurs médias qui ont déjà commencé à faire un travail de ce côté-là. Moi, je pense aux décrypteurs à Radio-Canada qui font un excellent travail. Puis il faut saluer ce travail de Jeff Yates et les autres. Je pense aussi que dans tous les grands médias, le Washington Post, le New York Times, le Monde, ça existe des mesures concrètes pour contrer la désinformation. Encore faut-il que lorsque tu contres la désinformation, tu sois capable de faire rayonner ce travail-là que tu as fait. Les décrypteurs, malheureusement, ça reste quand même dans l'univers de RDI, de Radio-Canada, et pas beaucoup plus. Bien sûr, on va le reprendre, puis on aime bien de faire le relais de tout ça. Mais il faut que ça soit plus que ça. Je pense que ça fait partie des mesures qui devraient être prises. Moi, je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin dans cette direction-là. Dans tous les médias, on devrait avoir une tribune pour ces décrypteurs qui font un travail pour contrer la désinformation. Ce serait déjà un point important à mon point de vue comme mesure concrète. J'ai une question de Philippe de Grosbois. Carole Beaulieu a parlé d'être plus à l'écoute des mécontents. Est-ce que ça implique d'être plus à l'écoute de mouvements autoritaires ou haineux? Un courant d'extrême droite qui veut s'en prendre aux institutions démocratiques, y compris aux médias, va-t-il changer d'idée une fois qu'il aurait été plus écouté? Faudrait-il donner davantage de tribunes aux climatos? Bon, il y a plusieurs questions. Donc, oui, peut-être commencer avec la première. Ouais. En fait, je vais commencer. C'est une seule grosse question. La deuxième. Tiens, je vais aller avec la deuxième parce que ça, j'ai une bonne réponse à ça. Donc, sur les climato-sceptiques, par exemple, et sur ce que j'ai appelé les conspirationnistes, alors le Conseil a adopté un tout nouveau règlement assez récemment. Et là, je cherche le libellé exact parce que ça dit justement que le comité de recevabilité du Conseil donc, peut juger non recevable une plainte qui s'inspire. Là, je suis désolée, j'avais les mots tantôt, puis là, je ne les trouve pas. Je vais les trouver, j'espère. Zut. Donc, qui, grosso modo, s'inspirait d'une thèse conspirationniste. Alors que ça, ce n'est plus admissible maintenant. Alors, non, écouter les mécontents, ça ne veut pas dire donner de la place à des gens qui pensent que la planète est plate. Ça ne veut pas dire c'est pas ça que je dis quand je dis de se mettre à l'écoute des mécontents. Mais même les gens que je vais dire sont dans une mouvance, mettons, conspirationniste, j'en ai eu en médiation. Hein, ils n'étaient pas contents d'un reportage ou un autre. Et parfois, pas toujours, mais parfois, ils ont besoin d'être écoutés un peu. Parfois, ils ont l'impression, puis on a beaucoup, c'est pour moi qui va faire toute la sociologie de ce qui s'est passé à Ottawa ou ailleurs, mais il y a parfois des gens là-dedans, pas tous, mais il y en a qui ont juste besoin d'avoir le sentiment qu'on ne les regarde pas comme s'ils étaient des cons.
Et ils ont le sentiment que des journalistes les regardent d'une manière hautaine et méprisante. Ils ont juste besoin des fois d'avoir, il y en a qui ont eu des choses terribles que je ne vous conterai pas parce que je n'ai pas le droit, mais qui ont reçu des courriels assez terribles de journalistes qu'ils ont insultés, qu'ils ont méprisés, alors qu'un petit courriel bien simple, disant juste merci beaucoup, j'ai lu avec intérêt, puis on arrête là. Donc un petit peu plus de courtoisie, un petit peu plus de respect parfois aurait évité que ça escalade. Donc, quand je dis ça, se mettre à l'écoute des mécontents, parfois, c'est au moins répondre quand un lecteur vous écrit pour vous faire valoir que vous avez commis une faute dans votre texte, qu'il y a une erreur. Bien, le pire qui peut arriver, et c'est arrivé à un citoyen qui a écrit à un journaliste pour lui dire qu'il avait mal expliqué une notion. Alors, au lieu que le journaliste se corrige ou juste lui dise « Merci beaucoup de votre vigilance, je m'en occupe », le pauvre monsieur s'est retrouvé humilié publiquement, nommément. Il a été nommé dans le texte suivant du journaliste et s'est fait ramasser, mais assez solidement. Et le monsieur a porté plainte au conseil. Parce qu'il trouvait qu'il y avait là un manque d'équité. Donc, il y a, à un moment donné, il y a un minimum de respect qu'on devrait avoir pour nos lecteurs, surtout que ce monsieur-là n'était pas excessif. Donc, mais c'est sûr que je vous entends très bien. Là, quand j'entends en médiation les plaignants, j'entends aussi les journalistes. Ils sont fatigués, en détresse, je reviens sur ce que Samuel disait tantôt, ils sont harcelés de toutes parts, on leur demande beaucoup de choses, je pense surtout aux gens qui font de la télé maintenant ou qui font de la télé, de la radio, du web, qui sont sur de multiples plateformes. J'ai déjà eu un cas où la jeune femme, elle pouvait faire tout ça. Elle était capable techniquement de faire tout ça, mais elle commettait des erreurs déontologiques assez importantes, du genre de rapporter des accusations contre une personne sans avoir demandé à la personne son avis. Mais le média avait besoin d'elle parce qu'elle était très débrouillarde puis qu'elle savait faire tout. Alors, les exigences à l'égard des journalistes maintenant sont tellement grandes. Et les plaignants, quand je leur explique ça, quand je leur explique dans quelles conditions les journalistes travaillent, bien, il arrive très souvent qu'ils comprennent. Ils comprennent. Il ne faut pas les voir juste comme des gens terribles. Oui, il y en a qui sont terribles, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et à se sentir harcelés et assiégés, il y a des journalistes qui en sont venus à ne pas pouvoir écouter. Juste le mécontentement de leur lecteur. Et c'est ça que je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut donner la parole à tous ceux qui tiennent des discours qui ne sont pas basés sur des faits. Et c'est ça que le nouvel article du Conseil mentionne, c'est que si ce que vous plaignez de quelque chose parce que le journaliste a dit que la Terre est ronde, puis vous pensez qu'elle est plate, mais non, vous avez pas raison. La Terre est ronde. Donc, alors non, ça ne veut pas dire aller donner plus de crédit aux climato-sceptiques ou à ceux qui tiennent des thèses qui ne sont pas basées sur des faits. Je reviens à ce qu'Alain disait tout à l'heure, les faits sont sacrés dans cette déontologie-là. Et moi, j'aimerais ça aborder aussi un élément de réponse avec un exemple précis. Il y a quelques années, Pierre Tourangeau était l'ombudsman à Radio-Canada et puis il y avait une plainte d'un climato-sceptique qui voulait absolument être entendu, que son point de vue soit entendu à l'émission des Années-Lumière, qui est une émission scientifique. Et bon, la direction des Années-Lumière de Radio-Canada a dit non, il n'est pas question d'avoir un climato-sceptique parce que nous, on défend la science. Alors, moi, j'avais trouvé ça symbolique, une belle symbolique à travers cette décision-là. Parce que, malheureusement, souvent, les jeunes journalistes, moi que je forme, ils ont l'impression qu'on va donner la parole à un pour, puis la parole à un contre, puis notre travail est fait. On a été équilibré. Mais c'est pas ça, être équilibré. L'équilibre des faits, il n'y a pas un pour puis un contre. Les faits, c'est directement au cœur du travail journalistique. Et à mon point de vue, on tombe souvent dans cette facilité d'aller chercher un opposant à une décision ou à un projet de loi et que là, notre travail est fait puis on s'en contente. Il faut faire beaucoup plus que ça. Moi, c'est pour ça que je pense que les journalistes vont faire encore plus de travail en profondeur, moins de journalisme de réaction, plus de journalisme de réflexion aussi, pour faire avancer la compréhension des choses. Dans le même sens, il ne faut pas aller non plus dans l'autre direction que j'ai vu parfois. J'ai vu une jeune journaliste dire
je n'ai pas demandé le point de vue de l'autre personne parce que la personne que j'avais interviewée se positionnait comme une victime. Donc, il ne faut pas challenger le point de vue de la victime. Mais là, c'est parce que ce faisant, elle a publié un papier qui accusait une personne d'un geste qu'elle n'avait pas posé sans lui donner la chance de se défendre. Et enquête faite, c'était faux, c'était une manipulation dès le début. Alors, aller chercher l'autre point de vue, ça reste le b.a.-ba de notre métier. Sauf évidemment dans des cas, et j'ai retrouvé l'article dont je vous parlais tantôt. Alors, c'est un nouvel article qui dit « Le comité de recevabilité peut, à l'unanimité, juger irrecevable une plainte déposée par un plaignant qui défend la théorie d'une conspiration organisée pour manipuler l'opinion ou qui va à l'encontre d'un consensus scientifique clairement établi. » Alors, il y a des limites quand même. Et c'est ce que je vous disais tantôt quand je disais que la déontologie, ça évolue. Et la pandémie, ça aura eu cet effet-là. Alors, il y a quand même une limite à ce qu'on peut demander aux journalistes de faire ou de dire il y a des faits scientifiques et on ne peut pas les contester, un peu comme les gens de Québec Science des années-lumière ont fait. Une autre question intéressante ici de Jennifer. J'aime l'idée d'imaginer quel serait un média idéal en 2050, puis les mesures à prendre pour y arriver. À votre avis, quelles sont les caractéristiques d'un tel média idéal du futur et quels sont les principaux défis pour y parvenir? Carole, oui. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas possible parce que il y a des médias pour chaque personne et on l'a dit tantôt, mon prédécesseur à l'actualité, Jean Paré, il disait les jeunes arrivent à l'actualité quand ils deviennent des payeurs de taxes et des adultes qui ont des comptes à payer. Ils se demandent s'ils vont prendre une hypothèque. Ils ont besoin d'informations sur ces questions-là, donc ils arrivent chez nous là-dessus. Bon, il y a des médias pour tout le monde, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de lire le journal Les Affaires parce qu'ils sont en affaires et parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qui se passe avec la compétition. Il y a des gens qui ont besoin de lire des économistes, puis il y en a qui n'en ont pas besoin. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un média idéal. Je pense qu'il y a des médias, surtout dans nos sociétés libérales. Si on est pour revendiquer cette diversité de points de vue, on va revendiquer cette diversité des titres et des voix. Alors, il y a des gens pour qui lire Ababar ou lire Urbania, c'est un must. Puis, il y en a qui ont besoin d'écouter le bulletin nouvelle de la CBC. Alors, est-ce qu'il y a un média idéal? Pour moi, il n'y en a pas, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont en voir un. Oui, mais il y a peut-être aussi... les plateformes vont avoir tellement évolué, encore une fois, parce que nous, on a l'impression actuellement d'avoir les plateformes qui vont rester comme ça pour les 50 prochaines années. C'est pas vrai. Les plateformes vont éclater aussi, complètement. L'intelligence artificielle va aussi venir faire son nid à l'intérieur de tout cet univers qui s'appelle l'information. Donc, les journalistes, dans un tel contexte, effectivement, ils vont devoir servir des plateformes qui existeront en 2050. Ils devront servir toujours, je dirais, de faire quelque chose de différent de ce que tout le monde peut faire. Et, à mon point de vue, ils devront servir surtout les faits. Parce qu'on va avoir une société qui va être encore plus complexe que jamais et on aura encore besoin de cette vigile aussi pour nous assurer que tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas des gens qui profitent de la situation parce qu'une société plus égalitaire, à mon point de vue, c'est une belle idée comme société. Et je pense que les journalistes doivent jouer un rôle à l'intérieur de ça. Mais en 2050, d'abord, moi, je vais être mort. Et puis, ce que je sais, par contre, c'est que n'essayons pas de voir comment les journalistes vont jouer un rôle parce qu'on ne sait pas encore dans quel univers ils vont être appelés à l'exercer. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils soient encore vivants, ce journalisme-là, et puis qu'il soit capable d'apporter sa contribution comme pilier de la démocratie. Samuel? Oui, je voulais dire une question pour le futur qui m'apparaît importante. C'est vraiment la question de l'accélération puis du présent perpétuel. En fait, vraiment, on est vraiment coincé dans un futur qui s'accélère beaucoup, en fait. Puis il y a même un essayiste qui a sorti un livre qui s'appelait Défaire la tyrannie du présent, Jérôme Bachet. Jérôme Bachet dit vraiment qu'on est dans un régime temporel de style présent perpétuel. En fait, on est vraiment coincé dans une tyrannie
des petits instants, des instants éphémères. On a beaucoup de misère à prendre du recul. Et je pense qu'au niveau du journalisme, d'ici 2050, il va vraiment falloir avoir une réflexion sur notre rapport au présentisme, en fait, parce que sinon, si on continue à s'accélérer de plus en plus, ben, ça va être des algorithmes, en fait, qui vont faire certaines nouvelles, en fait. Il y a certaines salles de rédaction qui vont s'automatiser, qui vont automatiser des services, style bourse financière, résultats sportifs, mais ça peut s'accélérer, en fait. Et si on ne combat pas cette espèce de régime temporel de présent perpétuel qui aliène beaucoup de gens aussi. Beaucoup de gens arrêtent de lire des nouvelles parce que c'est trop comme, c'est toujours breaking news, il y a pas de facilité d'avoir une réflexion. Et moi, dans ma thèse, j'ai étudié le cas de MSN Québec, et ça, on l'oublie souvent. MSN Québec, c'est un média qui employait 12 journalistes. MSN Québec a automatisé. MSN Québec a renvoyé tous ces journalistes et les a remplacés par des algorithmes. Et la qualité de l'information, elle a dégringolé à MSN Québec. Aujourd'hui, il y a un paquet de fautes dans les titres. C'est des nouvelles qui sont relayées par des agrégateurs de contenu. Puis ça, souvent, j'ai lu des articles qui disaient MSN Québec, c'était pas un vrai média, c'est un média people. OK, mais c'est vrai que c'était pas un média parfait, mais j'ai fait des entrevues, c'était des vrais journalistes qui travaillaient là, qui faisaient du vrai travail des dimestres. Mais si les fonctions des dimestres sont automatisées dans tous les médias, on pourrait avoir plusieurs problèmes par rapport à vraiment justement la qualité du débat public, l'espèce le combat du présent perpétuel. Donc, à mon sens, d'ici 2050, il va falloir avoir le développement d'un discours beaucoup plus informé, beaucoup plus distancé sur les plateformes, sur la technique. Aujourd'hui, on est vraiment dans un discours d'adaptation. D'ailleurs, à MSN Québec, les gens disaient, si vous vous adaptez, ça va augmenter la valeur ajoutée des articles, vous allez comme faire mieux votre travail de journaliste. Et au final, ils ont juste clairé tout le monde à MSN Québec. C'est ciao bye, tu perds ta job. Donc, nécessairement, ce genre de menace-là, je pense on doit la penser dans chaque média. Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va être automatisé? Qu'est-ce qui ne le sera pas? Des cas, on a plusieurs plateformes qui, on pense, peuvent accélérer l'espèce de convergence avec les algorithmes. Il va falloir penser l'importance de ces trucs-là dans chaque salle de rédaction, en fait, par rapport au régime accélérationniste. Ouais. Si je peux ajouter quelque chose, Valérie, je pense que les médias doivent changer aussi. Les médias ne peuvent pas consacrer la grande partie de leur budget à aller chercher des nouvelles que de toute manière, tous les réseaux sociaux peuvent abreuver de ces informations-là. Ça circule. Annoncer constamment, penser d'être constamment le premier à annoncer quelque chose, ça n'existera plus, ça. Donc, il faut peut-être repenser le rôle aussi des médias. Moi, j'ai toujours favorisé, par exemple, dans ma carrière comme patron, comme journaliste, un secteur qu'on appelait les affaires publiques, parce que c'est là où on apportait vraiment une valeur ajoutée. Quand on a créé l'émission Enquête à Radio-Canada, on a créé vraiment quelque chose qui était une valeur ajoutée extraordinaire, qui a permis justement de pouvoir contrer la corruption, de pouvoir dénoncer le financement illégal des partis politiques, etc. Ça, c'est un travail qui, à mon point de vue, doit s'inscrire dans l'avenir des médias. Mais juste faire recirculer ce que tout le monde sait de toute façon, on met souvent en place des dizaines et des dizaines de personnes à faire ce travail-là, alors qu'on pourrait peut-être recentrer un peu plus la mission pour favoriser davantage de valeur ajoutée à l'intérieur de cet univers où, de toute manière, l'information, elle circule. Et ça signifie, là, je rejoins ma présentation du début, ça signifie aussi repenser la propriété des médias. Moi, je pense qu'on doit oser avoir cette discussion-là au Québec en particulier. Déjà, il y a des initiatives. Déjà, le Devoir a toujours été très différent dans son mode de financement, dans son mode d'appui aussi de la part du public et les amis du Devoir et tout ça. La presse avec son OBNL, quoique là-dessus, j'apporte un petit bémol. Moi, dans mon livre, quand je dis la presse n'a même pas voulu avoir un représentant syndical sur son conseil d'administration. Tu dis, bon, OK, il me semblait qu'il y a un OBNL, c'était un petit peu plus ouvert que ça. Bon, ça, c'était mon commentaire éditorial. Mais toujours est-il que il y a l'occasion aujourd'hui de repenser tout ça. Je ne veux pas lancer un appel à ce qu'on dénonce Pierre-Carl Péladeau ou d'autres
propriétaires comme ça un peu partout dans le monde, mais je rappelle quand même juste qu'en France, à l'heure actuelle, tous les grands médias sont détenus par des immenses fortunes. Alors, il va falloir aussi qu'on réfléchisse à toutes ces questions-là. Pourquoi est-ce que les immenses fortunes veulent se doter de médias? Et là, j'oserais même dire, aujourd'hui, veulent se doter de réseaux sociaux. Alors, il faut avoir cette réflexion-là parce que c'est vraiment une question d'une philosophie, si on veut, de société, la société qu'on souhaite avoir. Il faut avoir cette réflexion-là. Puis, je pense qu'il va falloir être un peu militant, entre guillemets, pour tenter de refonder un peu plus la base de la propriété des médias. Oui, puis d'ailleurs, cette réalité-là n'aide pas du tout pour rétablir le lien de confiance entre le public et les médias. J'ai une question ici de Stéphane Villeneuve. Après des débats sur la carte de presse obligatoire qui n'ont pas fait l'unanimité par le passé, quelle solution de remplacement serait envisageable autre que des poursuites au civil? Est-ce qu'il faudrait exiger des médias l'adhésion au Conseil de presse du Québec et lui donner plus de mordant dans les sanctions qu'il peut émettre? Carole, je me retourne vers vous. Moi. Au nom justement de ces évolutions et de ces réflexions, je pense qu'il va se passer des choses intéressantes au Québec dans l'avenir, en partie justement parce qu'avec le financement accru que les gouvernements, sous la forme de crédit d'impôt ou d'autres, donnent aux médias, bien, est-ce qu'à un moment donné, il y en a de ces gouvernements qui vont dire, bien, en échange de ça, puisque vous dites que vous défendez l'intérêt public, on va vous demander d'être plus imputable à vos lecteurs. Et là, ils pourraient proposer des formats. Pourrait dire, ben, dotez-vous de ce que les anglophones appellent un public editor. Donc, il y a quelqu'un chez vous qui est clairement responsable d'entendre les plaintes, d'entendre des mécontents. Actuellement, il n'y a qu'à la SRC où il y a un ombudsman, là, donc qui écoute un peu, ou qu'il y a quelqu'un qui est responsable des relations avec les citoyens. Partout ailleurs, ça n'existe pas. Donc, est-ce que le gouvernement pourrait dire, faites ce que vous voulez, mais faites une de ces choses-là, de donner des options. Par exemple, ben, devenez membre du conseil de presse. Financez le conseil de presse. Dotez-vous d'un public editor, d'une personne qui est responsable. Donc, de trouver des mécanismes pour nous montrer, en échange des subventions qu'on met dans vos médias, que vous êtes vraiment à l'écoute de votre public et que vous tentez de répondre aux besoins de vos publics, parce que ces publics-là varient énormément. Donc, le public de Châtelaine, c'est pas le public de Nouveau, puis c'est pas le public de... donc, ces publics-là ont des attentes différentes. Et une fois qu'on a admis, comme le dit Stéphane, que ben, comme profession, puis comme société, on a choisi jusqu'ici de ne pas vouloir qu'il y ait une carte de presse. On a souhaité laisser le métier ouvert. Donc, il faut en tirer les conséquences et peut-être trouver d'autres moyens. Alors, peut-être que ces autres moyens-là, de rendre les médias plus imputables à leurs lecteurs, comme certains l'ont mentionné, les titres de Québécois, les gens de Québécois ne sont pas membres du Conseil, mais au-delà de ça même, les gens, eux, peuvent porter plainte contre des médias de Québécois au Conseil et le Conseil traite ces dossiers-là et décide. Et il va dire, ben oui, on blâme tel chroniqueur ou on blâme pas tel autre journaliste. Et c'est la chose que Québécois conteste en ce moment. Et là, ça va monter dans le système juridique. Alors, on peut présumer que quelle que soit la décision du premier procès, on peut présumer que ça va monter, donc ça va faire des appels. Et on va avoir là une décision qui est intéressante sur laquelle notre société pourra savoir, bon, ben, est-ce que le droit d'une association formée d'entreprises de presse, de journalistes et de membres du public, de juste avoir une autorité morale pour indiquer une bonne direction pour que des jeunes journalistes ou d'autres puissent dire, ah, ça, c'est peut-être considéré moins bien ou mieux. Mais évidemment, même ça fait débat dans nos sociétés. Il y a des professeurs de droit et des professeurs de journalisme qui disent que c'est très mauvais, ça, qu'il existe une telle chose que le conseil de presse, parce qu'il y a des entreprises qui utilisent, disent-ils, les décisions du conseil pour ensuite aller devant les tribunaux et restreindre la marge de manœuvre des médias. Donc, il y a un équilibre à trouver entre la défense de la liberté de presse que le conseil veut défendre et l'imputabilité que les médias doivent avoir à l'égard de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs. Je pense que ça. Oui, mais ça, à Radio-Canada, Carole, tu me corrigeras, mais il me semble qu'à Radio-Canada, quand il y a une plainte à l'Ombudsman, le plaignant doit se prendre la décision, c'est soit la plainte à l'Ombudsman ou soit aller en cours, mais il ne peut pas dire, OK, je vais attendre la plainte, le résultat de la décision de l'Ombudsman, pour après ça me retourner contre Radio-Canada. Il me semble qu'ils avaient apporté cette précision-là.
Ça, je ne suis pas certaine, je ne le sais pas. Mais je sais qu'au conseil de presse, si la personne qui porte plainte est aussi dans un processus juridique, le conseil sortir. Donc, le conseil cesse de traiter le dossier parce que la personne a choisi une autre voie, puis elle a le droit. Tiens, si elle pense qu'elle a un recours juridique possible et qu'elle veut l'employer, bien, libre à elle. Mais le conseil, effectivement, ne souhaite pas devenir un pion dans ces guéguerres-là, ce qui n'est pas toujours facile. Mais donc, effectivement, c'est une question délicate parce que on ne va pas faire ici tout ce qui entoure le droit, mais les journalistes sont des citoyens comme les autres. Ils sont soumis aux mêmes lois que les autres. Alors, la loi de la presse couvre quelque chose d'autre qui est relié aux médias, mais les journalistes, s'ils font des erreurs, si quelqu'un décide de les poursuivre, bien, ils sont soumis aux mêmes lois que les autres. Donc, leur responsabilité est du même ordre. Alors, ce n'est pas des êtres protégés qui vivent dans un mode juridique différent. Les plaintes qui sont retenues par le conseil de presse, est-ce que ça pourrait être mieux diffusé dans la société pour que monsieur, madame, tout le monde soit plus au courant de ces plaintes-là? J'ai l'impression que ça reste quand même dans un milieu très fermé. Ah, c'est la belle question. Alors, donc, les médias sont censés diffuser les décisions qui les concernent et ils le font. Hein. La presse est exemplaire dans ce dossier-là. Entre autres, la plupart des médias membres sont exemplaires, donc ils diffusent les décisions, même quand ils sont blâmés, ils font des bons papiers disant « Nous avons été blâmés pour la chose suivante ». Alors, il y a des gens qui lisent ça. Le conseil lui-même les publicise sur son site web, les pousse aussi sur ses propres réseaux sociaux, mais on s'entend, la conversation publique au Québec, elle est très encombrée. Hein. Le trafic entre le décès de Guy Lafleur, le REM et tout ce qui se passe, ben, on ne réussira pas à obliger les gens à lire tout ça, mais je peux vous dire que quand ils ne sont pas contents, et qui cherchent une façon de se faire entendre et d'avoir le sentiment de... Ils n'utilisent pas le mot justice, parce que ce n'est pas une question de justice pour eux, ils utilisent rarement ce mot-là, mais c'est une question, ils se préoccupent. Souvent, les gens sont préoccupés par la qualité de l'information qui est diffusée, et quand ils voient des erreurs ou ils ne comprennent pas pourquoi ça a été fait de cette manière-là, bien, ils cherchent des gens avec qui en débattre, en discuter, puis très souvent, moi, je suis convaincue qu'il y a 90% des cas qui se résolvent parce que la personne écrit aux journalistes, trouve une manière de parler aux journalistes et qu'il l'écoute et qu'il corrige. Ça m'est arrivé, moi, comme citoyenne, d'écrire à un journaliste pour lui dire que j'avais vu une erreur dans son texte et j'ai eu un très gentil courriel qui m'a dit « Merci beaucoup de votre vigilance, je corrige tout de suite ». Donc, il y a une bonne volonté quand même. C'est quand ça marche pas, que les gens vont se tourner vers le conseil, heureusement que le conseil est là, et il y en a eu beaucoup au cours de la dernière année qui l'ont fait. Donc, c'est la preuve que les gens savent qu'ils existent, hein, parce qu'ils nous trouvent quand ils nous cherchent. Super. Samuel, Alain, avant qu'on conclue, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Bien, en fait, c'est peut-être une conclusion, tout simplement. Oui, exact. Oui, allez-y. Okay. Alors, ben, moi, je l'ai dit au tout début dans ma présentation que les journalistes n'ont pas toujours eu mauvaise presse. Les journalistes ont parfois été des héros. Et quand les gens me disent « Ah, les journalistes, les gens en veulent-tu? 50% des gens... » Moi, là, tout ça, je dis, OK, rappelez-vous en 2008, 2009, 2010, 2011, tout le travail journalistique que la presse, que le Devoir, que le Gazette, que Radio-Canada ont fait dans leur journalisme d'enquête, ça a permis d'avoir la commission Charbonneau, ça a permis d'avoir l'UPAC, ça a permis d'avoir une multitude de changements dans la société. Et à ce moment-là, les journalistes faisaient l'unanimité. Alain Gravel est un héros, Marie-Maud Denis est une héroïne. Alors, il faut qu'on revienne peut-être à l'essence de ça, parce que c'est là-dedans qu'on est bon, c'est là-dedans qu'on est utile aussi. Alors, moi, j'insiste pour qu'on en fasse encore davantage. Et là, je rejoins ce que Carole disait, en autant qu'on soit le plus transparent possible, en autant qu'on soit toujours très, très fort sur les faits et que on soit en mesure de pouvoir bien faire les choses. Mais ça veut dire aussi faire plus d'enquêtes sur ce que j'appelle les intouchables dans notre société. Les géants numériques sont encore intouchables. Les géants pharmaceutiques, ils sont des intouchables. Les futurs propriétaires de l'intelligence artificielle, ça aussi, ce sont des intouchables. Il n'est pas normal qu'à Montréal, au Québec, qui est un centre immense pour l'intelligence artificielle, il y ait si peu de journalistes qui soient spécialisés sur cette question-là. Alors, il faut vraiment aller dans ces directions-là parce que c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Puis, je vais quand même dire un mot sur la diversité. Moi, je salue qu'il y ait un travail de plus en plus qui est en train d'être fait pour refléter la diversité, la société telle qu'elle est. Et c'est bien tant mieux comme ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
Puis je vais aussi plus loin que ça parce que je trouve que nos médias sont en train d'être trop centrés sur ce qui se passe dans le centre, les grands centres urbains. Et on oublie qu'il y a encore des gens qui font de la chasse à l'orignal, puis de la chasse au chevreuil, puis dans la Côte-Nord, et puis un peu partout au Québec. Et tu sais, on oublie que ça fait partie aussi que les coyotes, c'est pas normal que les coyotes soient à Montréal. Et puis on va se mettre tout à coup à perdre de vue cette différence qui existe entre les régions et les grands centres. Il faut vraiment aller dans cette direction-là parce que autrement, on va se retrouver avec une société québécoise qui va vraiment diviser en deux, puis on ne sera pas très avancé. Moi, je peux conclure aussi, Valérie, finalement. Je voulais juste dire très rapidement, je voulais dire que beaucoup des questions qu'on a abordées aujourd'hui excèdent le journalisme, en fait. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'on va régler tous les problèmes de la société. En fait, on se ramasse avec des problèmes que la société a créés, en fait. C'est-à-dire que, il va falloir que d'autres, disons, que d'autres métiers, en fait, se réveillent. Il va falloir que d'autres métiers se repensent, en fait. Puis je pense entre autres aux politiciens, je pense à la politique, je pense à la sociologie. On peut pas régler tous les problèmes de la société. Et quand au niveau politique, on prend l'exemple de la France, mais quand au niveau politique, tu as constamment le choix entre une espèce de président ultralibéral puis d'extrême droite, c'est sûr que t'es comme, me semble que ça va pas mal, ça va mal dans ma société, tu sais. Donc, et puis Serge Alimi disait encore que l'élection de Macron, c'est le triomphe du cynisme un peu. Donc, il va falloir, beaucoup de nos questions reflètent un problème plus général de la société, en fait, des crises systémiques, en fait, crise économique, là, on parle d'inflation galopante, crise économique, crise de santé mentale, crise environnementale. Donc, c'est sûr que on peut pas être, nous, on peut peut-être finir sur la fameuse humilité qu'Alain parlait au début, c'est-à-dire que c'est pas nous, journalistes, qui va régler tous ces problèmes-là. C'est important qu'on en parle, mais c'est important qu'on pointe du doigt que c'est ces crises-là systématiques créées par d'autres personnes que nous aussi, en fait. Donc, on fait juste refléter le fait que la société est vraiment coincée dans un paquet de crises, en fait. Mais c'est très stimulant, mais ça reste que ça dépasse aussi le journalisme. Voilà. Carole, un mot de conclusion? Je trouve mes deux collègues fort intéressants. Non, je n'ai pas de mots à ajouter. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont contribué à ce débat. Puis si le conseil de presse vous intéresse, vous pouvez googler conseildepresse.qc.ca. Merci beaucoup, Alain Saunier, Samuel Lamoureux, Carole Beaulieu. Merci infiniment. C'était fort intéressant. Puis j'espère que tous les points que vous allez soulever vont continuer d'alimenter les réflexions de nos participants puis d'alimenter les débats entourant le milieu du journalisme et des médias. Puis, si je pouvais rebondir aussi sur le point de vue de Samuel, ces discussions-là, il faut que tous les acteurs de la société fassent partie de ces discussions-là. Donc, j'invite nos participants à partager la semaine de la presse sur vos réseaux sociaux. Parlez-en à vos proches. Il reste encore plusieurs visioconférences et panels. Toutes les informations sont sur le site web de la semaine de la presse et des médias. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et merci à tout le monde. Et merci aux panélistes. Vraiment, merci. Merci d'avoir organisé l'événement. Merci. Oui, merci Valérie. Ça fait plaisir. Belle animation. Merci. Au revoir. Bye bye. Allez tout le monde.